Bienvenue à l'École navale. Je suis très heureux de vous accueillir à l'Enveloppe Poulmique pour cet après-midi consacré à l'éthique. Alors évidemment, l'éthique, ce n'est pas un domaine réservé du militaire. Ça concerne tout le monde, ça concerne chacun d'entre nous. Mais bien sûr, ça concerne aussi le monde militaire, l'éthique militaire. Et je suis vraiment très heureux. Et je remercie beaucoup le comité d'éthique d'être venu aujourd'hui nous parler de ce sujet à travers notamment un rapport qui est justement sorti la semaine dernière sur les systèmes d'armes létaux autonomes. Merci beaucoup, mon général. Je sais que M. Bernard Pêcheur, président du comité d'éthique, n'a pas pu être parmi nous. Nous sommes très heureux et honorés d'accueillir le vice-président du comité d'éthique, donc à la personne du général d'armée Henri Berthéja, ancien SEMA et vice-président du comité d'éthique. Merci aussi à ceux qui vont participer aux tables rondes de l'après-midi. Et je remercie toutes celles et ceux qui voudront bien nous poser des questions. Mon général, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci, Amiral. Monsieur le député, mesdames et messieurs, le président Bernard Pêcheur, comme vient de le dire l'amiral, est empêché aujourd'hui de venir à l'École navale et le regrette très sincèrement. En réalité, il est indisponible pour des raisons de santé. Néanmoins, il ne sera pas totalement absent de notre réunion, puisque le texte que je vais prononcer devant vous a été rédigé de sa main. Alors, je vais donc vous parler en son nom d'éthique militaire, en essayant d'abord d'établir le lien entre éthique militaire et fonction militaire. Ce lien, c'est ce qu'on appelle, d'une autre manière, en particulier vu du Conseil d'État, l'État militaire. C'est un État juridique, bien sûr, j'y reviendrai, constitué de normes, de devoirs et de sujétions d'un type singulier, applicables à la fonction militaire, c'est-à-dire aux 305 000 militaires des armées, des formations rattachées et de la gendarmerie nationale. Mais c'est aussi, et je dirais même d'abord, historiquement et culturellement, un système de valeurs et de questionnements sous-tendu par l'amour de la patrie et le rapport à la mort donnée, ordonnée ou reçue. C'est un système qui plonge ses racines dans la tradition militaire de notre pays et qui constitue, pour les militaires eux-mêmes, mais également pour nos concitoyens, un des marqueurs de l'identité militaire, à travers la priorité donnée à la mission, l'engagement jusqu'au sacrifice suprême, l'honneur, la camaraderie, etc. Ce capital ne s'est pas constitué en un jour. Dans le fil de l'épée, le général de Gaulle le dit à sa façon, l'armée française sort d'une longue histoire, et il parlait à ce propos de philosophie propre à son État, en soulignant cette abnégation des individus au profit de l'ensemble, cette souffrance glorifiée, dont on fait les troupes, et qui répond à des concepts esthétiques et moraux. Les plus hautes doctrines philosophiques et religieuses n'ont pas choisi d'autre idéal, a ajouté le général. Le système de valeurs propre à l'État militaire est bien éprouvé au sein de la communauté militaire, transmis dans les écoles, ici en particulier, les centres de formation, cultivé dans les instituts et centres de réflexion qui dépendent de l'institution, et dans les nombreuses publications qui en émanent, directement ou indirectement. Ce système de valeurs est aussi, en témoignent les sondages effectués au recrutement, ce qu'une très grande majorité de candidats au métier militaire viennent rechercher et généralement déclarent avoir trouvé après quelques mois après leur recrutement. Enfin, ce point est d'ailleurs assez remarquable, ces valeurs sont perçues par la société civile, distinguées et valorisées. En un mot, elles font référence dans l'opinion. Ce dernier constat frise le paradoxe lorsque l'on sait que ces valeurs sont cependant en décalage par rapport à celles communément admises dans notre société. Le paradoxe n'est qu'apparent si on veut bien prendre en compte la considération
accordée par nos concitoyens depuis une vingtaine d'années à nos forces armées et à leur action. L'État militaire, en second lieu, est un régime juridique singulier à de nombreux égards, dont le socle juridique est à rechercher dans l'article 4211-1 du Code de la Défense. Ce dernier commande le statut général des militaires, la condition militaire et l'éthique militaire. Je n'évoquerai à ce stade que le dernier volet, l'éthique militaire, qui est au cœur de mon propos. L'éthique, en effet, n'est pas seulement un système de valeurs et de questionnements qui en découle, c'est aussi un cadre normatif très ancré dans notre droit positif et qui régit l'usage de la force par les armées. Je pense bien sûr aux obligations issues du droit international applicable aux conflits armés, notamment les lois et coutumes de la guerre de 1952 et les 2 protocoles additionnels, ainsi que l'article 41-22-7 du Code de la Défense. C'est pour vous une évidence, et je n'insisterai pas, sinon pour souligner un point très remarquable du droit français, que vous êtes en droit d'ignorer. Ce point, il est capital, c'est la supériorité des traités internationaux ratifiés par la France sur la loi française votée par le Parlement, cela en vertu de l'article 55 de la Constitution. Bel exemple de l'emboîtement de l'ordre juridique international dans l'ordre interne et d'encadrement de l'éthique par le droit et les principes qui les dictent. Par exemple, comme vous le savez, en vertu de l'article 41-22-11, tout militaire doit être formé à la connaissance et au respect des règles de droit applicables dans les conflits armés. L'ancrage de l'éthique dans le droit positif tient également à ce point essentiel un système de normes de pur droit interne. La Constitution, en premier lieu, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, au nombre desquels figurent l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire, le respect des traités, sont des principes de valeur constitutionnelle qui commandent la mission de nos forces armées. Le principe de nécessaire libre disposition de la force armée, également constitutionnel, est quant à lui le socle de l'État militaire et des obligations, devoirs et sujétions qu'il implique. Enfin, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est là pour protéger la personne du soldat, sa dignité, mais aussi celle des personnes qui seraient sous le contrôle de nos forces. En deuxième lieu, la loi elle-même est venue compléter le cadre normatif de l'éthique militaire. La mission énoncée, fait rarissime dans un code, de manière identique pour nos armées et pour nos soldats, est très claire. L'armée de la République est au service de la nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation. L'État militaire exige en toutes circonstances esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, légalisme et neutralité. Enfin, le principe de responsabilité des ordres donnés et de l'exécution des ordres reçus, avec sa double dimension, morale et disciplinaire, mais aussi son prolongement dans le code pénal par des incriminations spécifiques pour les crimes de guerre et délits. Enfin, dernier volet normatif, le règlement de discipline générale dans les armées, institué par décret, énonce dans le détail les obligations et devoirs du militaire, chef ou subordonné. Dans son comportement, l'honneur, la dignité, la loyauté, l'abnégation en service comme au combat, dans l'exercice d'un commandement comme dans l'exécution des ordres. Il n'est pas besoin d'insister sur ce dernier volet, tant il nous est connu. Tout juste pour souligner à nouveau que l'éthique militaire n'est pas seulement valeur et questionnement,
mais aussi un cadre normatif singulier propre à la fonction militaire. Arrivé à ce stade de mon intervention, vous êtes en droit de vous interroger et de me poser la question suivante. Si l'éthique militaire est si puissante et bien ancrée dans nos valeurs et dans notre ordre juridique, alors pourquoi créer un comité d'éthique de la défense et que peut-il apporter? Je vais tenter de répondre à ces questions légitimes. Ce sera la seconde partie de mon intervention. Un comité d'éthique de la défense, pourquoi? J'ai parlé à l'instant de capital parce que dans mon esprit, là est le socle de la fonction militaire. À ce propos, dans la lettre de mission qu'elle m'a adressée, la ministre prenait soin d'indiquer « Le cadre éthique est solide. Il participe à la performance de nos forces, comme l'ont montré la conduite des opérations et l'exécution des missions confiées à nos armées. » De fait, la création du comité n'est nullement l'expression d'un désaveu ou la volonté de combler un manque. Bien au contraire, la volonté d'aider nos armées à maintenir la supériorité opérationnelle tout en préservant leurs valeurs et en respectant les principes qui font leur force morale. Nos forces sont en effet confrontées à de nouveaux types de conflictualité, guerre hybride, terrorisme, projetés dans de nouveaux espaces, cyber, espace exo-atmosphérique, exposés à des innovations porteuses de rupture, drones, numérique, robotisation, homme augmenté, etc. Ce sont là des sources de questionnement éthique qui touchent aux fondamentaux de la fonction militaire. On peut, sans excès, parler de choc du futur. En effet, comment maintenir la supériorité opérationnelle sans perdre nos valeurs? Quelle place conserver à l'homme dans la guerre? Comment préserver l'intégrité morale des combattants? Quelle responsabilité humaine dans la conduite de la guerre? Les 2 premiers mandats que la ministre nous a confiés illustrent bien ces interrogations, car ils posent directement l'un et l'autre la question de l'homme dans l'action militaire. Le soldat augmenté, d'abord, avec les perspectives vertigineuses qui semblent s'ouvrir, mais qui sont aussi lourdes de déshumanisation potentielle. Les SALA, en fait, les systèmes autonomes, les systèmes d'armes, les systèmes d'armes létaux autonomes, ensuite, qui posent d'emblée la question de la place de l'homme, du contrôle et de la responsabilité. Sous l'angle plus large de la fonction militaire, si on appuyait sur tous les mauvais boutons, le risque serait probablement de déboucher sur 2 équations impossibles qui pourraient schématiquement se présenter comme suit: soldats augmentés, hommes diminués, format réduit, ou système autonome, soldats hors de la boucle, hommes irresponsables. Que peut apporter le comité d'éthique de la défense et comment? Il lui appartient de proposer à l'autorité politique et au commandement une grille de réponse. Le comité a en effet pour mission de contribuer à la réflexion sur les questions intéressant la défense et de faire toute proposition de recommandation en matière d'éthique, connaître les enjeux éthiques relatifs aux nouvelles technologies dans le domaine militaire, ainsi qu'à l'évolution du métier militaire. Bien entendu, ne relèvent pas de la compétence du comité les questions directement liées à la conduite des engagements opérationnels, ainsi qu'aux affaires contentieuses en cours. J'insiste sur ce point. Par exemple, la question dite de la tribune des officiers généraux, qui à l'heure actuelle occupe un peu les médias, ne relève en aucun cas du comité d'éthique. Eu égard à sa mission, la composition du comité et son caractère
pluridisciplinaire constitue assurément un atout, car il lui apporte à la fois une ressource interne et une capacité de questionnement de l'externe. 8 militaires, dont un ancien chef d'état-major des armées, un ancien chef d'état-major de l'armée de terre, un colonel de l'armée de l'air, un contre-amiral, qui était capitaine de vaisseau au départ, un médecin général, 2 ingénieurs de la DGA et un commissaire légal, 4 personnalités issues du monde de la défense, dont un philosophe, un historien, un cadre dirigeant de la direction générale des GRIS, des relations internationales et de la stratégie, 6 personnalités extérieures, dont un professeur de médecine en neurologie, un professeur spécialiste des automatismes et un professeur spécialiste de géopolitique et du cyber. La diversité en classe d'âge, le membre le plus jeune a 35 ans, 5 membres ont entre 45 et 50 ans, qui garantit également une capacité de remise en question des certitudes que peuvent avoir les plus anciens. Au-delà cependant de la diversité de nos origines et de nos expériences professionnelles, nous avons en commun un engagement en faveur de la défense qui peut nous éviter certains pièges. Le premier de ces pièges est celui de l'instrumentalisation de l'éthique par certains activistes, afin de bannir par principe, d'abord et surtout dans nos démocraties, le recours à certains systèmes d'armes au risque d'affaiblir notre défense et de fragiliser encore un peu plus un ordre mondial déjà instable, imprévisible et dangereux. Le second risque est à l'inverse un abaissement de nos barrières morales sous l'effet de la banalisation des usages, de la pression de la société civile et du pouvoir de séduction des produits offerts par l'industrie. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir les rayons de certains magasins d'articles sportifs. Le rêve de l'homme augmenté est d'ores et déjà un thème vendeur. Ou encore de constater l'impact considérable du numérique et de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne. Penser que nous pourrions faire abstraction de ce contexte serait illusoire. J'ai confiance dans notre capacité de discernement pour édicter les lignes rouges au-delà desquelles nos armées perdraient leur âme. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas des donneurs de leçons ou des censeurs, mais nous entendons être un appui à la décision en fournissant par nos avis des grilles d'analyse et d'évaluation et en dégageant des principes directeurs et des recommandations opératoires. Avant de conclure, je voudrais vous dire quelques mots sur nos travaux passés ou en cours. Notre avis sur le soldat augmenté a été rendu public en octobre dernier. Il a été approuvé par la ministre des Armées, qui a demandé au chef d'état-major, au délégué général pour l'armement et au directeur du service de santé des armées de préparer des directives de mise en œuvre de nos recommandations. Bon, ce n'est pas le moment ni le lieu de détailler cet avis, qu'il me soit permis seulement de rappeler que nos recommandations visent à préserver et améliorer la capacité opérationnelle de nos armées, tout en respectant le principe fondamental de respect de la dignité de la personne humaine. Nous soulignons le rôle essentiel du service de santé des armées dans l'accompagnement et le contrôle de toute augmentation des capacités des militaires. Nous insistons sur la nécessaire réversibilité de ces augmentations. Nous rappelons que le consentement individuel éclairé des militaires doit être recherché systématiquement. Et dans le cas où la situation opérationnelle justifierait que le commandement s'affranchisse de ce consentement, cette exception doit être justifiée et formalisée. Nous édictons 6 lignes rouges infranchissables en excluant toute augmentation susceptible de provoquer une perte d'humanité, de porter atteinte au libre arbitre de l'individu, d'affecter le respect de la discipline, de mettre en péril le retour à la vie civile et, naturellement,
toute augmentation faisant appel à des pratiques eugéniques ou génétiques ou n'ayant pas fait l'objet de recherches préalables sur les impacts ou les effets indésirables. Notre avis sur les systèmes d'armes létaux intégrant de l'autonomie vient d'être diffusé. La ministre des Armées doit prendre position sur cet avis dans les jours qui viennent. 3 remarques. Premièrement, nos recommandations sont totalement convergentes avec celles du rapport parlementaire des députés Goodfard et de Ganay. Deuxièmement, elles sont également en phase avec la position adoptée par la France dans les négociations internationales en cours à Genève. Notre innovation, enfin, consiste à distinguer les systèmes d'armes létaux autonomes qui peuvent faire évoluer leurs propres règles de fonctionnement et les systèmes d'armes létaux intégrant de l'autonomie, que nous appelons SALIA, auxquels le commandement peut affecter, dans un cadre espace-temps limité et sous certaines conditions et garanties, des fonctions d'autonomie décisionnelle, à condition que soit préservée l'appréciation de situation par le commandement et le compte-rendu qui restent des prérogatives essentielles de la chaîne de commandement humaine. Autant les systèmes d'armes létaux autonomes, les SALA, doivent être systématiquement exclus et condamnés, autant les SALIA doivent être développés dans l'intérêt opérationnel de nos armées, dans le strict respect des principes du droit des conflits armés. Bon, je n'insiste pas davantage puisque ce sujet sera abordé au cours d'une table ronde prochaine. Nos travaux en cours portent sur la formation à l'éthique militaire et sur l'environnement numérique du combattant. Notre visite à l'école navale s'inscrit dans l'étude du premier sujet. C'est d'ailleurs notre première visite dans les armées. Et je tiens à souligner que ce mandat confié par la ministre a reçu un appui sans réserve de tous les chefs d'état-major. Il s'agit pour nous de faire l'inventaire de l'existant en essayant d'identifier les axes et priorités de chaque armée et de formations rattachées, de faire la part des enseignements théoriques et des études de cas, d'évaluer le rapport entre formation initiale et formation continue, de comparer avec ce qui se fait dans les armées étrangères et de proposer in fine des axes de progression ou des recommandations permanentes. Sur l'environnement numérique du combattant, nous en sommes encore au début de l'analyse, mais quelques problématiques émergent déjà. Le risque de distanciation, les tensions autour du principe de subsidiarité, la transparence et ses limites, l'interaction entre vie professionnelle et vie privée, la complexité de la relation homme-machine. En conclusion, je voudrais rappeler cette phrase du maréchal Delattre de Tassigny: « Un outil ne vaut que par la main qui l'anime. » Cet outil, c'est notre armée, ce sont nos forces engagées en opération. La main qui l'anime, c'est le commandement, s'appuyant sur la fonction militaire et l'éthique militaire. Nos armées doivent et peuvent, telle est ma conviction, conserver leur supériorité opérationnelle sans perdre leur âme. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon général. Vous venez d'établir, je crois, les principes fondamentaux, les fondamentaux théoriques, les fondations des futures discussions. Comme Hannah Arendt le recommandait, d'abord mettons-nous d'accord sur les faits avant de débattre. Vous venez de nous donner une taxonomie précise de ce dont on va parler dans quelques minutes, dans le domaine des opérations, dans le domaine industriel, dans le domaine technique, dans le domaine juridique. Merci beaucoup. Et avant de commencer cette première table ronde, je voudrais d'abord saluer nos camarades marins qui nous écoutent partout dans le monde, à Toulon par exemple, mais aussi au large du Japon pour les midship de la mission Jeanne d'Arc,
qui nous écoutent avec, je crois, 9 heures de décalage horaire. Bienvenue à bord. Et maintenant, place à quelques minutes de pause. Et de retour sur notre plateau au Borda, à l'école navale, à quelques mètres de la mer et de la rade de Brest, pour cette première table ronde consacrée au système autonome Leto. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Guy Le Bihan de la société Thales et le capitaine de vaisseau Emmanuel Slars de l'état-major de la marine. Monsieur Le Bihan, vous êtes spécialiste depuis une trentaine d'années de ce qu'on appelle dans notre jargon militaire la guerre des mines, c'est-à-dire trouver et détruire les mines qui prolifèrent dans le monde entier. Et petit à petit, vous vous êtes tourné vers le développement de systèmes autonomes qui promettent de retirer l'homme ou la femme du danger, c'est-à-dire du champ de mines, pour détecter et détruire ces mines sans mettre en danger des humains. Capitaine de vaisseau Emmanuel Slars, vous êtes officier de marine surfacier, commandant de plusieurs bâtiments de combat dont la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, armé de missiles anti-navires et anti-aériens d'ancienne génération semi-autonomes. On reviendra sur les définitions évidemment. Et aujourd'hui, vous vous occupez à l'état-major de la marine de la cohérence d'armée, c'est-à-dire que tous les programmes d'armement qui concernent la marine soient mis en cohérence ensemble pour construire la marine de demain. Alors, nous venons d'entendre une définition précise, une taxonomie complète de la bouche du général Bintéja, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Mais avant ça, la question qu'on se pose tous, c'est, puisque ça paraît si compliqué, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des systèmes autonomes dans nos armées, ou est-ce qu'on pourrait, nous, puisque c'est si compliqué, continuer à combattre sans système autonome? Merci, commandant, pour cette question qui du coup, va assez bien avec le propos introductif que j'avais prévu. Alors, dans la marine, on aborde le sujet de l'intelligence artificielle en préférant plutôt le terme de puissance de calcul à celui de l'intelligence artificielle. Tant cette appellation d'intelligence artificielle a des interprétations ou laisse imaginer des interprétations erronées de ce qu'il est possible de faire, y compris à moyen terme technologiquement. À ce titre, je note que le comité d'éthique de la défense
relève que ces termes d'intelligence artificielle, en ce qu'ils renvoient au champ lexical de l'anthropomorphisme, sont empreints d'une certaine forme d'ambiguïté. Voilà, donc c'est pour ça que, en tout cas moi pour le moment, je préfère parler de capacité de calcul, parce que effectivement c'est ancré dans la réalité. Donc au cours de mon propos, je vais sans doute souvent parler de bâtiments de combat, ce qui par extension doit être compris comme prenant en compte les sous-marins, comme prenant en compte des avions de mission de l'aéronavale, qu'ils soient chasseurs de sous-marins, en charge du commandement ou de la détection avancée dans le domaine de la défense aérienne, comme c'est le cas pour les avions Hawkeye du Charles de Gaulle, ou encore en charge de la surveillance maritime, comme c'est le cas pour des Falcon et demain des systèmes de drones aériens dans le domaine aéromaritime. Alors pourquoi la marine est-elle présente sur ce sujet de l'intelligence artificielle ou des capacités de calcul, comme je l'ai dit? Simplement, historiquement, les puissances de calcul les plus importantes du champ de la défense et implémentées sur des équipements mobiles, elles l'ont été sur des bâtiments de combat. Car sur un bâtiment de combat, vous avez de la place, vous avez de l'énergie et vous avez la capacité à réfrigérer, qu'on le veuille ou non. Les capacités de calcul nécessitent ces trois éléments de façon très claire. La place, effectivement, un bâtiment de combat a une certaine taille, ce qui lui permet d'être performant à la mer. D'un point de vue énergétique, on est capable de générer en puissance électrique plusieurs mégawatts d'énergie. Et on a avec la mer une source froide, je ne la qualifierai pas d'infinie, tant nous la respectons, mais qui est quand même tout à fait substantielle, sans même évoquer les capacités de réfrigération qu'on a sur nos bateaux. Alors comment ces capacités de calcul qui demain doivent nous permettre d'évoluer vers de l'intelligence artificielle légère dans un premier temps, comment ces capacités sont utilisées? Donc je vais prendre l'exemple d'une frégate de défense aérienne dans le golfe arabo-persique, qui est une baignoire des opérations particulièrement intéressante. Certains modules du système de combat d'une frégate de défense aérienne comprennent entre 1 et 2 millions de lignes de code. C'est à la fois considérable lorsque ces unités connaissent leur baptême du feu en 2011, et c'est bien sûr déjà en deçà de ce qui est fait aujourd'hui. Et ce qui est certain, c'est que sur les bâtiments et ceux que nous préparons demain avec mon équipe au sein de l'état-major de la marine, avec la DGA et avec l'industrie, eh bien, ces puissances de calcul, elles suivent la loi de Moore que nous connaissons un peu tous. Dans le monde sous-marin, un sonar génère aujourd'hui plusieurs dizaines de mégaoctets par seconde, et nous sommes en route vers le gigaoctet, et nous n'exploitons pas tout. Pour autant, aujourd'hui, pour me référer simplement au film Le Chant du Loup, quand vous voyez Chaussette travailler face à ses équipements, eh bien, quand bien même il a une très forte puissance de calcul qui est mise à sa disposition, c'est malgré tout lui qui construit la décision, qui construit l'interprétation de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Donc j'en reviens à ma frégate de défense aérienne dans le golfe arabo-persique, en charge de la protection par exemple du porte-avions Charles de Gaulle. C'est exactement la situation dans laquelle était encore le Chevalier Paul il y a quelques jours. Alors je vais distinguer mon discours en 3 temps, en 3 environnements: le temps de paix, le temps de crise et le combat. Alors le temps de paix, c'est l'objectif principal, c'est de savoir et de comprendre ce qui se passe autour de nous. Alors sur un bâtiment de défense aérienne, on est aujourd'hui capable de mettre en œuvre des senseurs qui voient quasiment à l'échelle de la France ce qui se passe dans le ciel, sans même compter sur la mise en réseau qui peut exister entre les différents bateaux constituant une force ou une coalition. Alors dans le golfe arabo-persique, vous êtes dans un environnement qui est marqué par le 3e espace aérien le plus dense, parce que vous êtes à côté des plateformes aéroportuaires de Dubaï, d'Abu Dhabi, de Doha au Qatar, et puis il y en a encore au Koweït. Donc ça, c'est toute la partie ouest du golfe arabo-persique. Vous avez également une couche de mobiles de surface. Donc un mobile de surface, c'est quoi? Ce sont des bateaux. Donc dans le golfe arabo-persique, vous avez évidemment un nombre assez considérable de pétroliers, de méthaniers, mais aussi, paradoxalement, il y a encore des boutres d'Henri de Montfred qui croisent par centaines dans ce golfe arabo-persique qui est pourtant pas bien grand. Et puis vous avez même des objets qui ne bougent pas. Vous avez des têtes de puits
qui viennent agrémenter votre situation tactique. Et puis des mobiles, des bateaux, des aéronefs qui émettent des signaux, notamment dans le domaine électromagnétique. Bref, une quantité de données absolument considérable qu'il convient d'ingérer. Donc la capacité de calcul, elle est là pour vous présenter de façon synthétique une information de masse. Et cette information, elle est nécessaire pour ne jamais regarder les choses avec le seul prisme de l'instantanéité, mais être capable en plus de remonter les événements pour être capable de chaîner et de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le temps de paix. Le temps de crise, l'objectif, c'est de maîtriser l'emploi de la force pour rester maître de la situation. Lorsque en Méditerranée, en mer Méditerranée orientale, une frégate française se fait survoler à quelques centaines de pieds par un avion armé de missiles antinavires de très haute technologie, notre frégate ne tire pas. Elle ne le fait pas car si nous savons que technologiquement l'avion en question peut tirer, nous savons aussi, parce que nous avons identifié très tôt sa nationalité et que nous connaissons sa chaîne de commandement, nous savons parfaitement qu'en l'occurrence, le décideur politique qui, tout en haut de la chaîne de commandement, serait capable de commander ce tir, n'en a pas l'intention. C'est le temps de crise. Il n'a pas l'intention de faire tirer ses avions sur une frégate française. Et nous en sommes d'autant plus convaincus que la puissance de calcul à bord, les aides à l'analyse dont nous disposons, nous a permis de comprendre que l'avion, pour proche qu'il passe, n'a jamais eu une trajectoire offensive. Il ne plongeait pas vers le bateau, même s'il est passé très proche, juste au-dessus. Il n'était pas à vitesse élevée. Et puis nous avons pu acquérir la conviction, grâce à des aides à la décision, que en remontant dans le temps, le tout petit point qui apparaissait sur les écrans à presque une centaine de kilomètres n'était pas un missile, et qu'il n'était pas non plus un aéronef commercial, qu'il était piloté, au sens où un pilote était à bord, simplement parce que sa trajectoire n'était pas aussi pure que peut l'être celle d'un drone, par exemple. Il n'était pas non plus un Airbus iranien, comme celui sur lequel une frégate américaine avait été amenée à tirer dans les années 80. Eh bien, c'est toute cette puissance de calcul qui nous a permis de caractériser ce qu'il se passait exactement et de rester maître de l'emploi de la force dans cette situation de crise. Alors évidemment, ce temps de crise, il peut dériver vers du harcèlement avec plusieurs avions, des drones, y compris de surface, comme cela se produit dans le détroit de Bab el-Mandeb, au sud de la mer Rouge. Et alors, dans ces situations qui peuvent devenir particulièrement complexes, une capacité de calcul, demain renforcée par de l'intelligence artificielle, eh bien, elle peut nous aider à interpréter des attitudes pour quantifier l'agressivité et donc l'intention, et pour nous permettre de toujours savoir si nous disposons du temps pour réagir, parce qu'en étant maître du temps, eh bien, on reste maître de l'emploi de la force en situation de crise. La situation de crise, l'objectif, c'est de maîtriser l'emploi de la force. Donc, au paroxysme de la crise, juste avant ce que nous pourrions appeler la situation de combat, cette puissance de calcul potentiellement basée sur des logiques apprenantes, elle nous permet de gagner du temps, par exemple pour identifier les protagonistes dans des situations particulièrement imbriquées, dans lesquelles il y a nos compétiteurs, mais aussi potentiellement du trafic commercial, et de retarder le seuil de l'emploi de la force. Simplement parce que, éventuellement, si nécessaire, on pourra attendre la dernière seconde pour employer la force dans les situations les plus compliquées. Voilà, donc la situation du temps de crise, c'est un vrai jeu de sang-froid qui vous sollicite en tant que décideur. Ce qui me permet bien de repositionner que, effectivement, aujourd'hui, sur nos bâtiments de combat, donc que ce soit des frégates ou des sous-marins, l'homme est complètement au cœur de la décision. Alors, dernier temps, le temps du combat. Là, l'objectif, c'est d'assurer une action défensive la plus efficace possible, par exemple, face à une attaque saturante. Donc là, l'objectif, ça va être effectivement, face à plusieurs cibles, d'être capable de les neutraliser
ou d'employer la force si l'action offensive est commandée, en respectant bien sûr l'éthique du militaire, notamment sur les aspects de proportionnalité, et en s'assurant, si vous êtes dans une phase défensive, que vous allez le faire en exploitant au maximum vos capacités de défense. En l'occurrence, par rapport typiquement à des situations très saturantes, eh bien, il va falloir garantir des conditions d'emploi de la force qui permettront effectivement de neutraliser les assauts auxquels vous serez confrontés, avec un taux de certitude, avec la certitude que ce sur quoi vous tirez effectivement sera neutralisé pour protéger évidemment votre vie, mais surtout la mission qui vous est commandée, et bien garantir le parfait succès. Voilà, donc je voulais décrire ces 3 temps, le temps de paix, le temps de crise et le temps du combat, pour bien souligner que dans chacun de ces 3 temps, disposer d'une capacité de calcul puissante qui nous aide à la décision est déterminant pour l'emporter dans l'action, en restant absolument en conformité parfaite avec les ordres qui émanent de l'autorité politique. Merci beaucoup. Je comprends que dans votre définition de l'intelligence artificielle que vous préférez reformuler en capacité de calcul, il y a donc un changement, certes, mais un changement continu, c'est-à-dire une augmentation progressive qui est exponentielle, mais qui est continue. Monsieur Le Bihan, lorsque vous abordez, il y a quelques années, le programme autonome de guerre des mines, est-ce que vous avez l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle itération, d'un progrès supplémentaire, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une rupture, c'est-à-dire un changement fondamental de modèle? Alors, c'est vraiment une rupture, que ce soit au niveau de la doctrine ou au niveau des ruptures technologiques. Parce que juste pour résumer, pour ceux qui connaissent peut-être pas bien la guerre des mines, à peu près toutes les marines dans le monde, ce sont des bateaux dédiés, 40, 50 personnes à bord. Et donc ces personnes-là sont sur le terrain, sont en danger, sont sur les zones de conflit. Et à partir du moment où on décide de retirer toutes ces personnes du danger, eh ben, on pense tout de suite à des systèmes de drones, à des systèmes autonomes, et je vais y revenir. Et petit à petit, l'intelligence artificielle est arrivée. Mais je dirais que la principale recherche au départ, c'était de déporter les actions de chasse aux mines de manière à retirer l'homme de la zone de danger. Donc ça, c'était la première étape. Et pour ce faire, la guerre des mines était finalement un domaine qui était assez bien choisi, puisque on travaille quand même pas très loin des côtes, où on peut travailler à partir d'un bateau porteur. Ce sont des drones dans nos solutions qui sont de la gamme des petits bateaux de surface de 12 mètres, donc c'est pas quelque chose qui est trop difficile à mettre en œuvre, qui est transportable, ou des drones sous-marins, par exemple de la gamme 4-5 mètres, 1 tonne. Donc des choses qui travaillent en toute autonomie ou des choses qui travaillent en surface. Donc ça permet vraiment de changer complètement la doctrine d'emploi, et c'est vraiment quelque chose qu'on travaille depuis 10 ans avec la Marine et avec la DGA. Et ce nouveau programme de rénovation des chasseurs de mines français et anglais qui a été signé en 2015 est arrivé maintenant à son terme en termes de prototypage, et on est rentré dans la phase de production. Oui, merci beaucoup. Alors, si je comprends bien, le militaire avait auparavant l'entière responsabilité de la décision, y compris de la décision d'engager la force. Cette décision est partiellement transférée à l'industriel dans le développement du système autonome. Est-ce que, en tant qu'industriel, ça vous fait pas un petit peu peur de prendre cette responsabilité? Alors, pour déminer, peut-être pas, parce qu'il s'agit de sauver des vies, d'empêcher des explosions, mais demain, pour un système autonome offensif, est-ce que vous n'avez pas peur que l'industriel prenne une part de cette responsabilité qui était autrefois entièrement dévolue aux militaires? Alors, plus que jamais, je pense que dans ce genre de système, les industriels doivent travailler vraiment en collaboration, être très proches avec la Marine et la DGA. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé. Et quand je dis plus que jamais, c'est que, oui, effectivement, l'industriel
Typiquement aujourd'hui, moi ça fait quand même 30 ans que je fais de la chasse aux mines. C'était quand même la première fois on recevait un contrat qui nous décrivait en une page, et une seule, et un tableau, un scénario opérationnel. C'est-à-dire que vous avez telle zone à couvrir, vous avez tant de mines, vous avez telle contrainte, faites-le en tant de temps, avec telle probabilité de classification, pas trop de fausses alarmes, avec des taux, et faites-le comme vous voulez, et utilisez ces ruptures technologiques. Alors là, pour un industriel, c'est pain béni, puisque on peut utiliser ces ruptures technologiques. Par contre, quand on s'engage dans cette chose-là, et c'est quelque chose que j'ai appris quand même au bout d'une année ou deux, je l'ai senti venir, mais pas aussi vite, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. Et typiquement, il y a deux gros thèmes dans la vulnérabilité, c'est la sûreté de fonctionnement. Eh ben, faire naviguer des drones derrière, là ici, que ce soit sous-marin ou en surface, eh ben, ça a des impacts sur la sûreté de fonctionnement. Et la deuxième, alors qui aujourd'hui est très à la mode, mais qui l'était déjà, mais pas autant, c'est la cybersécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on contrôle tout à distance, mais ça veut aussi dire qu'il faut des systèmes de cryptage très très performants, et il faut faire attention au système d'intrusion, enfin tout ce qui est en lien avec la cybersécurité. Donc voilà, ça c'est deux domaines dans lesquels on est obligé de travailler avec les utilisateurs finaux et la DGA. Alors, je vois bien les vulnérabilités que vous venez de décrire, qui sont un petit peu celles que le grand public entend régulièrement s'agissant des voitures autonomes, finalement. C'est-à-dire de bugger ou d'être piraté. Est-ce que l'utilisateur militaire que vous êtes, commandant, voit d'autres vulnérabilités à devoir dépendre de façon croissante de ces capacités de calcul, de cette intelligence artificielle? Voilà, en l'occurrence, pour le programme dont il est question, il n'y a pas de décision qui est déléguée. Toutes les décisions, elles restent parfaitement à la main d'opérateurs qui sont soit sur le bâtiment mère qui met en œuvre ces drones, soit sur le centre de commandement côtier à partir duquel est opéré le système. Le domaine qui fait recours à de l'intelligence artificielle légère, c'est dans un premier temps de l'aide à trier les quantités d'images que le système est capable de remonter du fond. J'évoquais tout à l'heure, dans le cas des sous-marins, le fait qu'on avait aujourd'hui des sonars qui remontaient plusieurs dizaines de mégabits de données par seconde. Eh bien, pour distinguer le bon grain de livret dans tout ça, on a besoin de l'assistance numérique. Et donc, en cela, effectivement, l'intelligence artificielle légère, apprenante, permet, en comparant des images en très très grand nombre, de nous aider effectivement à identifier des mines photographiées par ces sonars. Mais la décision de l'action n'est en aucun cas déléguée à la machine. On est bien dans un processus d'aide à la décision, supporté par de la capacité de calcul pour faciliter cette aide à la décision. Je vais faire un parallèle avec la radiologie. On lit déjà que des machines sont capables de faire un diagnostic radiologique supérieur à celui de médecins formés radiologues. Est-ce que, à terme, parce que pour l'instant on demande à une machine de faire mieux ce qu'un être humain sait faire, est-ce que vous croyez que dans 10 ans, dans 20 ans, des métiers vont disparaître en raison de ces développements techniques? Là, j'ai aucune certitude, mais je ne le pense pas. En fait, l'intelligence artificielle ou la puissance de calcul, dans le cas présent, elle nous aide à aller plus vite. Elle nous aide donc à faire du tri. Typiquement, dans une situation de défense aérienne, dans l'est de la Méditerranée, par exemple, un système avec de petites capacités d'apprentissage serait capable de nous dire très rapidement que voilà, cet éco-radar, il a décollé d'Akrotiri, qui est une base britannique. Donc tout porte à croire que c'est un avion britannique. Il vous reste à vous de croiser tous les éléments qui permettront de décider de façon sûre qu'effectivement c'est un avion britannique. Mais voilà, la présentation de l'information, fondée notamment sur des méthodes d'apprentissage, permettront de faire tout cela plus vite dans des espaces parfaitement congestionnés et saturés d'informations. Merci beaucoup. Je reçois à l'instant une question qui nous vient de la Jeanne d'Arc. Alors je précise que si elle nous vient de la Jeanne d'Arc, qui est en mer, c'est qu'elle passe d'abord par un satellite pour un très court moment et qu'ensuite elle passe par des câbles sous-marins
pour 99% de son trajet. Et le miracle de la technique, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai sur mon téléphone portable, alors qu'elle est rédigée avec un décalage horaire de 9 heures en mer de Chine. Ou presque. Avoir une éthique implique d'accepter le risque qui y est lié, par exemple lorsqu'on retient un engagement pour des raisons éthiques, mais a-t-on encore les moyens humains et matériels d'avoir une éthique exigeante? Question très générale. J'ai envie de dire, bien sûr qu'on a les moyens humains d'avoir une éthique particulièrement exigeante. J'ai envie de dire, c'est une des responsabilités de l'amiral qui commande l'école navale ici, de s'assurer qu'effectivement les officiers qui viendront servir dans les forces armées demain et singulièrement dans la marine seront habités par cette éthique. Et qu'au-delà du seul fait simplement d'être formés, si demain ils mettent en œuvre des systèmes qui reposent sur de très grandes puissances de calcul, parce qu'en plus ils auront eu cette formation d'ingénieur, ils seront capables d'en comprendre le fonctionnement intime et du coup d'avoir confiance et de ne pas subir. Alors je vais revenir à la guerre des mines pour un instant, parce que ça semble susciter beaucoup de réactions. Alors on me pose la question de savoir combien de démineurs sont morts ou ont eu des accidents en déminant, et je vais aller élargir la question. Combien de bateaux ont été touchés par des mines depuis, par exemple, la fin de la Seconde Guerre mondiale? Alors, moi, je suis pas un professionnel de la statistique. C'est pas mon métier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que jusqu'alors, la neutralisation de mines maritimes nécessitait, dans de très nombreux cas, que des plongeurs d'armes, des plongeurs démineurs, descendent à grande profondeur pour aller déposer des charges de neutralisation de ces mines. Eh bien, demain, il n'est pas question de dire que nous ne fonctionnerons plus ainsi, parce que pour bien des gestes et pour bien des analyses, la machine sera encore très loin du niveau de performance de l'homme. Mais dans certains cas, je dirais très ordinaires, le système que nous mettons au point avec nos camarades de la DGA et Thales singulièrement et plein d'autres entreprises partenaires nous permettra effectivement de ne pas aller exposer nos plongeurs démineurs pour certaines de ces actions. Maintenant, oui, il y a régulièrement des accidents de plongée. Le fond des mers n'est pas naturellement le milieu de prédilection des hommes et des femmes. Et on prend évidemment toutes les précautions pour que ce risque soit parfaitement maîtrisé. Vous, Monsieur Le Bihan, est-ce que vous voyez, donc je rappelle que les systèmes que vous êtes en train de développer se distinguent en drones qui détectent des mines et drones qui les neutralisent éventuellement. Est-ce que cette approche de l'autonomie est différente pour la mission de détection et pour la mission de neutralisation? Alors oui, complètement. Aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur l'intelligence artificielle parce que j'en ai pas vraiment dit un mot. Donc sur ces aspects, dans ce qu'on appelle dans notre jargon détection, classification, localisation, qui est une des parties en fait de l'opération. Et la seconde partie, c'est effectivement l'identification, donc moyens visuels, caméra, plongeur, et enfin ce qu'on peut appeler le pétardage dans notre jargon. Mais tout d'abord, la partie détection, classification, localisation, et c'est là qu'on commence à introduire de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans la partie neutralisation, tout est sous contrôle de l'opérateur à distance. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui d'intelligence artificielle au niveau de la décision d'identification et, bien entendu, la décision de neutralisation de la mine. Si je reviens à la détection, ce qui est assez surprenant, alors je ne sais pas si c'est le mot éthique, mais en tout cas, nos ingénieurs, et ça je le constate, et même nos jeunes ingénieurs, je le constate toujours, se mettent toujours à la place des marins. Et leur approche de l'IA est très... et pourtant, certains jeunes, je les sens tentés par de l'IA à tout va, je dirais, et de l'IA qui prend les décisions pour l'opérateur. Eh bien non, je pense que ce qu'ils voient en opération, et on est de plus en plus impliqués dans les opérations, c'est qu'ils veulent aider l'opérateur à lui supprimer toutes ces tâches, entre guillemets, non nobles. C'est-à-dire des petites choses qu'il fait à répétition, qui fait qu'il est plus concentré sur ses vraies tâches, qui sont répétitives pour lui, un peu rébarbatives. Et donc, ils leur mettent de l'IA à disposition pour qu'ils arrêtent de faire toutes ces tâches. Et petit à petit, on est en train d'arriver à, par exemple, de la détection. La détection, il n'y a pas d'engagement, on ne fait pas de la classification. Tout ce qui est classification restera pour le moment
au niveau décision opérateur, mais ça va très vite. Ça va vraiment très vite, c'est très surprenant. Et oui, les aides à la classification arrivent et sont assez bluffantes. Mais encore une fois, l'opérateur restera dans la boucle et la neutralisation restera au niveau opérateur aujourd'hui, très clairement. Je rebondis avec un autre exemple pour revenir au cas de la défense aérienne. Quand bien même aujourd'hui et encore plus demain, le système sera en mesure de nous aider pour évaluer l'agressivité, par exemple, d'une trajectoire, d'une cinématique, le temps de crise, celui que j'évoquais tout à l'heure, nous conduira, chaque fois que c'est possible, à aller chercher la vue pour s'assurer, in fine, pour le décideur, que tout ce qui nous est représenté, toute l'interprétation que nous avons pu être capables de faire, y compris dans des environnements très chargés et très saturés, grâce à de l'aide à la décision, et bien que effectivement, au moment où on prend la vue, le moment où on voit, le moment où le périscope sort de l'eau, pour faire une autre analogie, eh bien, tout ça correspond à l'interprétation que nous avions pu en faire jusqu'alors, pour justement, dans le cas de la crise, pas celui du combat, parce que le combat, on va essayer plutôt, là, dans ce cas-là, d'engager au plus tôt. Eh bien, dans le cas de la crise, effectivement, l'emploi de la force pourra être fait à bon escient, et si, effectivement, entre guillemets, l'agression est parfaitement caractérisée. Alors, on se souvient que depuis plusieurs décennies, les Américains, par exemple, utilisent pour la défense rapprochée des systèmes Phalanx qui peuvent être entièrement automatisés, pas autonomes, mais automatisés, avec des programmations de vitesse et de cinématique à des relativement courtes distances. On parle de 2000 mètres à peu près. Est-ce qu'il y a une exception nationale, une exception française dans ce rapport prudent à l'engagement automatique ? Alors là aussi, il faut être capable de distinguer les différents tempos. Je dirais, vous faites référence à ce canon à tir rapide qui, effectivement, quand il est dans une configuration automatique, peut conduire des engagements. Dans la doctrine française, cela correspondrait uniquement à des situations de combat et dans un espace parfaitement ségrégué, où toute l'analyse que nous aurons pu faire en amont nous aura permis d'aboutir au fait qu'on a la certitude que tout ce qui vole, en l'occurrence pour le cas de la protection face à des menaces aériennes, tout ce qui vole est effectivement dans une posture agressive, que les hostilités sont déclarées et qu'il convient effectivement pour l'exécution de la mission, mais aussi pour notre protection personnelle, de les détruire. Et oui, cela est possible, mais en soi, ça, c'est pas une nouveauté. D'accord, donc pas de différence de nature, mais seulement de degré avec les anglo-saxons sur ce point. Je ne sais même pas si on peut parler d'une différence de degré, parce que de toute façon, la caractérisation d'une situation dite de combat, là, c'est une décision de commandement qui est prise en conscience. Avec en plus, s'agissant du combat, et ça existe en tout cas de façon large au sein des forces occidentales, le principe dit des règles d'engagement qui, en fonction de l'agression et de l'environnement dans lequel vous êtes soumis, vous donne la possibilité de recourir à un niveau adapté de la force. Et ces règles d'engagement, elles se déclinent jusqu'au plus bas niveau de l'emploi de la force, notamment sur un bâtiment de combat, jusqu'au plus jeune des matelots qui peut être derrière un affût, mais aussi évidemment pour son commandant qui décide de l'emploi de la force. Et ces règles d'engagement, elles émanent du décideur politique et sont passées par tous les filtres de la décision politico-militaire, parfaitement structurée et robuste telle qu'on peut la connaître en France. Merci. J'ai une question qui nous vient encore une fois de l'Extrême-Orient. Merci. Ces systèmes que vous développez, Monsieur Le Bihan, est-ce que vous jugez aujourd'hui, alors j'imagine évidemment que vous avez pris en compte la menace de brouillage des communications, la menace de brouillage des systèmes de positionnement, les menaces de piratage, est-ce que vous êtes serein face à ces menaces? Est-ce que vous estimez suffisamment protégé ou c'est un combat permanent qui va continuer pendant 30 ans pour protéger de mieux en mieux vos systèmes autonomes? Alors, je ne sais pas si ça va durer 30 ans, mais en tout cas, oui, c'est un combat permanent. Ça, si je vous disais qu'aujourd'hui,
tout est clair vis-à-vis du brouillage et de quel que soit le type de brouillage ou pas, on est droit dans nos bottes et oui, ça marche. La réponse est non, puisque c'est un combat permanent. Donc là aussi, par contre, il y a des choses assez innovantes qui arrivent. Vous voyez, derrière nous, la rade de Brest est notre terrain de jeu préféré. Dieu sait s'il est complexe pour la chasse aux mines, et c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que les experts de la guerre des mines de la Marine nationale sont bien réputés. Eh ben oui, il peut y avoir des nouvelles technologies et des nouvelles techniques d'IA qui peuvent se baser sur la cartographie du fond pour naviguer. Et tout ça, c'est des choses qui sont maintenant à portée de main, et il y a de très belles choses qui peuvent émaner de tous ces sujets que l'on travaille. Donc non, c'est pas fini, et il faut rester vigilant, et il faut continuer. Je rebondis juste sur ce point. Notre responsabilité de décideur militaire, c'est aussi de savoir dans quel environnement on évolue. Et notre première responsabilité en opération, c'est d'analyser la menace, de comprendre ce qui se passe en amont, avant la décision. Donc, si le travail que l'on conduit au titre de la collecte du renseignement demain nous amènera à imaginer que dans la zone dans laquelle on souhaite faire évoluer le système de lutte anti-mine du futur, eh bien, nous risquons d'être soumis à de brouillage, eh bien, il y a fort à parier qu'on ne le mettra pas en œuvre dans ces conditions-là. Et donc, c'est bien cette analyse, ce travail en amont, cette collecte de renseignements qui nous permettra à tout moment, y compris parce qu'on continuera à disposer d'un modèle d'armée complet qui s'appuie sur des solutions différentes, eh bien, c'est ce qui nous permettra de toujours trouver la réponse adaptée à l'environnement dans lequel on est soumis. Je cite un exemple assez simple. En l'occurrence, il y a un drone de l'US Navy qui a été abattu par un missile iranien il y a quelques mois. On était effectivement dans une situation où tout pouvait laisser imaginer que l'environnement pouvait être de type... Le qualificatif qu'on emploie, c'est semi-permissif. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de danger, mais que c'est pas non plus absolument impénétrable. Eh bien, effectivement, la décision a été prise certainement par les décideurs de l'US Navy de faire voler ce drone dans cet environnement. Et ça, c'était fondé sur une analyse qui était conduite en amont. Eh bien, quels que soient les systèmes, qu'ils soient autonomes ou pas, c'est le b.a.-ba du militaire opérationnel, c'est de chercher à avoir une compréhension la plus claire possible de l'environnement dans lequel il va opérer et faire potentiellement opérer ces systèmes. Donc pour revenir au cas présent, si on a une suspicion de brouillage dans telle et telle zone, si on sait en plus, parce qu'on a eu cette formation d'ingénieur, si l'on maîtrise les conséquences que ça peut avoir sur le fonctionnement du système, eh bien on décidera de faire un autre usage. Merci beaucoup. Alors, une question, j'élargis un petit peu la focale sur le rapport entre l'innovation civile et l'innovation militaire. Traditionnellement, et depuis très longtemps, les militaires étaient à l'origine de beaucoup d'innovations qui étaient ensuite utilisées par le monde civil. On pourrait dire qu'il y a une espèce d'inversion durant les 10 dernières années. Aujourd'hui, on parle de voitures autonomes, par exemple, bien avant de parler d'avions ou de bateaux autonomes. Est-ce que l'innovation a changé de camp? Et si oui, comment est-ce qu'on intègre les innovations civiles qui vont peut-être plus vite dans les systèmes militaires? Alors je dirais partiellement, mais c'est vrai. C'est vrai que le monde du civil, si je reprends l'intelligence artificielle et toutes les formes de reconnaissance qu'on peut trouver chacun sur notre téléphone en fonction des visages, voilà. Je peux vous donner un simple exemple, hein. C'est effectivement qu'une caméra ou un système de type LIDAR qui détecte quelque chose sur l'eau, est-ce qu'il sait distinguer une bouée d'un oiseau? Eh ben, avec les systèmes précédents, pas forcément. Aujourd'hui, avec de l'IA, c'est à portée de main, puisque dans le monde du civil, c'est ce que quelqu'un sait faire, c'est reconnaître un chat d'un chien.
Donc reconnaître une bouée d'un oiseau et effectivement de ne pas engager un évitement si c'est un oiseau et pas forcément si c'est une bouée qui peut être une menace. Bon, c'est juste un tout petit exemple, hein, mais tout de même, il y a aussi des recherches dans le monde militaire et des avancées dans le monde militaire qui sont poussées par les doctrines d'emploi ou par les ruptures technologiques qu'on doit mettre en œuvre pour répondre à des besoins opérationnels militaires. Et ça reste toujours. Donc je dirais que c'est partiel. Merci beaucoup. Je suis conscient du temps, il nous reste environ 5 minutes. J'ai une question qui nous vient de l'ESCAN. Alors l'ESCAN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Toulon. C'est l'école qui forme les officiers de quart opération sur les frégates et les sous-marins, c'est-à-dire ceux qui, l'année prochaine, seront dans les situations opérationnelles qui viennent d'être décrites et qui, sous délégation de leurs commandants, mettront en œuvre concrètement les radars, les sonars, les torpilles, les missiles et prendront ces décisions de vie ou de mort éventuellement en un quart de seconde. Donc cette question, c'est finalement, si nous avons une exigence éthique élevée, mais que nos adversaires n'ont pas cette exigence éthique élevée, ils pourront éventuellement mettre en œuvre des systèmes plus automatisés que les nôtres. Un peu comme les championnats d'échecs ou de Go entre une machine et un homme. Lorsqu'on se retrouve dans cette situation asymétrique, est-ce qu'on a des systèmes de leurrage de l'intelligence artificielle adverse pour tirer avantage de notre plus grande humanité, si j'ose dire? Alors, la question est évidemment intéressante et c'est aussi pour répondre à ce genre de questions que, si nécessaire, eh bien, on peut se rapporter aux travaux qui ont été conduits par le comité d'éthique de la défense, qui, en l'occurrence, dans son avis sur les systèmes d'armes létaux intégrant de l'autonomie et les SALA, évoque un certain nombre de recommandations. Et parmi les recommandations, il est évidemment question de développer notre capacité à nous opposer à ces systèmes d'armes létaux autonomes dont nous décidons effectivement en France de ne pas nous doter. Donc ça, c'est un champ qui doit nous animer pour que effectivement nous ne rentrions pas dans une situation de type un peu asymétrique qui est quelque part derrière la question qui est posée. Et puis il y a d'autres recommandations qui sont tout à fait essentielles, qui visent effectivement à nous appuyer sur, je dirais, l'observation et suivre tous les développements qui sont faits effectivement bien au-delà de ceux qui sont faits pour nos armées. Parce que c'est aussi en observant les développements qui sont conduits par singulièrement nos adversaires et nos compétiteurs que l'on sera à même de les défaire dans les meilleures conditions possibles, mais sans devoir sacrifier notre éthique de combattant. Merci beaucoup. Et je crois qu'il nous reste 1 minute et donc on a un élève dans la salle qui a une question à nous poser. Et ça sera la dernière pour cette table ronde. Élève officier du bois, mes respects commandant. Vous soulignez l'importance des intelligences artificielles pour analyser les menaces, mais l'analyse oriente la décision, et même si c'est l'opérateur qui prend la décision in fine, peut-on le tenir responsable des erreurs d'analyse de l'intelligence artificielle? En l'occurrence, il n'y a pas d'analyse. En l'occurrence, c'est vraiment c'est une aide à la décision. C'est une priorisation des tâches. C'est un tri d'informations globales. Mais aujourd'hui, dans les algorithmes que nous développons, il y a sûrement pas la moindre volonté de déléguer la responsabilité, qui est celle de l'autorité militaire par délégation du politique. Et cette responsabilité, tu l'auras aussi demain, en te fondant sur ta réflexion, ton expérience et ta formation. Non, il n'y a pas on ne se cache pas derrière la machine. On pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir une forme de distanciation par rapport à je dirais, à la violence de ce qui peut arriver sur un théâtre d'opération. En tout cas, sur un bateau, pas du tout. Je peux vous dire qu'on est en plein dedans, y compris parce que la mer est assez égalisatrice à bien des égards. Et donc, non, il n'y a pas de délégation de responsabilité. J'espère que je réponds à ta question.
Merci beaucoup. Donc c'était la dernière question. Dans quelques minutes, nous allons nous retrouver pour une deuxième table ronde. On passera de la rade de Brest et du détroit d'Ormuz au Conseil de sécurité des Nations Unies, à Genève et au Conseil d'État pour parler des questions juridiques et de responsabilité avec le député Fabien Goudfard et le colonel Kessler-Rachel. Mais pour l'instant, un petit intermède pour profiter de la belle luminosité du soleil qui brille 4 fois par jour en Bretagne. Et nous voilà de retour à l'école navale. Ce sont vraiment les 4 saisons à l'extérieur, puisque au soleil a succédé un coup de vent qui rend difficile la chasse aux mines en rade de Brest. C'est pour ça qu'on est si fort. Et pour cette deuxième table ronde, nous avons le choc des rapporteurs, puisque nous avons à ma droite l'auteur du rapport parlementaire sur les systèmes autonomes létaux, potentiellement létaux, et à ma gauche, le rapporteur du rapport du comité d'éthique de la défense. Donc la séparation des pouvoirs est parfaite, puisque nous avons le Parlement et l'exécutif qui sont représentés d'une certaine façon sous les mannes du Conseil d'État. À ma droite, donc, monsieur le député, vous êtes député de l'Eure, vous êtes avant tout juriste international, spécialiste du droit de la responsabilité, presque militaire. Alors vous êtes militaire parce que... non, je retire le presque immédiatement. Vous êtes lieutenant de vaisseau de la réserve opérationnelle de la Marine. Je voulais dire presque militaire parce que vous avez servi une bonne partie de votre carrière au sein du ministère des Armées en plus. Donc en fait, vous êtes 2 fois militaire. Et vous êtes l'auteur de ce rapport parlementaire publié en 2020 sur les systèmes d'armes létaux autonomes. Mon colonel, colonel Thierry Kessler-Rachel, vous êtes à l'origine mécanicien sur Mirage 2000. Vous vous êtes spécialisé dans la cyberdéfense. Vous avez été chef du centre opération de la cyberdéfense. Et vous êtes, depuis l'année dernière, rapporteur du comité d'éthique de la défense, dont le vice-président est le général Bintéja, que nous avons pu entendre tout à l'heure. Voilà, alors cette deuxième table ronde va s'extraire des questions techniques et opérationnelles pour parler des questions de responsabilité. Alors, on a évoqué très brièvement les conventions de Genève, les protocoles additionnels. Il y a un droit de la guerre beaucoup plus ancien que ça, qui s'est fait par strates, qui s'est cristallisé, qui paraît à peu près stable, avec des principes généraux connus de tous, sinon appliqués de tous. Est-ce que vous croyez que l'irruption de plus en plus massive des systèmes autonomes, de l'intelligence artificielle, va nécessiter une révision profonde de ce qu'on appelle le jus in bello, le droit des conflits armés, le droit international humanitaire? Je précise, ce sont 3 synonymes à peu près. Est-ce que ça va devoir être complètement révisé? Merci, commandant, amiral, mon général, merci, mesdames et messieurs les officiers, chers élèves, et puis tous les téléspectateurs qui nous suivent de plusieurs côtés donc du globe. Merci pour votre invitation. Je suis très, très heureux de pouvoir parler de système d'armes létales autonomes. Alors, pour les jeunes officiers qui sont dans cette salle et derrière des écrans, vous entendrez parler donc de ça là, de système d'armes létales autonomes ou de système d'armes létaux autonomes, en fonction, tout ça est valable, hein, en fonction de la conjugaison avec système ou arme, mais tout ça est valable.
Pour tout vous dire, et avant de répondre à votre question, j'ai eu la chance de rencontrer Alphos hier à Brest, puisque je suis arrivé hier. Et dans notre entretien, il me disait soyez attentifs à ce que dit le chef d'état-major des armées russes. Et ça tombe bien parce que on avait été, avec mon co-rapporteur Claude Deganet, attentifs à ce que les Russes disaient, et on les cite un moment. Et je voulais vous rappeler aussi ce que, justement, ce chef d'état-major des armées, concernant les Salas, avait dit. Il a dit assez récemment, il a indiqué vouloir exclure le soldat russe de la zone d'immédiate conflictualité en le remplaçant par des unités robotisées, téléopérées ou semi-autonomes, parce que c'est vrai que nous, on a pu le constater, que les Russes sont assez avancés, non pas tellement sur les Salas, mais sur tout ce qui est robotisation et automatisation. Et face à cette doctrine russe, eh ben, très rapidement, vous avez les hauts responsables du DoD, donc le Department of Defense aux États-Unis, qui, puisqu'on parle d'éthique, ont publiquement annoncé que ce qui serait à leurs yeux non éthique serait certainement d'envoyer des soldats américains au contact d'une unité robotisée, armée, par exemple, russe ou chinoise. Donc on voit bien que il y a effectivement, et je pense que c'est vraiment, là je m'adresse aux jeunes dans cette salle, une question que vous aurez encore plus que nous à aborder dans 10, 15 ou 20 ans. Et je vais, après j'en arrêterai là, mais je voudrais vous citer une dernière citation d'un monsieur chez qui j'ai eu la chance de servir au SGDSN avant d'être élu, qui est Louis Gauthier, qui était donc l'ancien SGDSN. Et on l'a mis en exergue de notre rapport, et je voulais vous citer ceci. C'est une terrible loi du genre. On ne neutralisera pas plus l'emploi de l'intelligence artificielle dans les applications militaires que l'on a désinventé la bombe atomique après Hiroshima, ni jadis les carreaux d'arbalète après leur interdiction en 1139 par le deuxième concile de Latran. Seules les armes se dépassent entre elles. Seules les armes se dépassent entre elles. Vraiment, s'il y avait une chose à laisser lors de cette table ronde, c'est à nos futurs officiers, n'oubliez pas cette citation, je pense qu'elle est très intéressante, et ça aussi, je dois le dire, nourrit notre rapport avec ce souci d'un risque de déclassement aussi, pour la France, pour l'Europe, face à des compétiteurs qui auraient moins de soucis éthiques que nous. Donc on doit se situer entre ces deux bords-là. Et puis pour répondre plus directement à votre question sur le droit international humanitaire, j'aurais tendance à dire qu'il faudra qu'on s'entende pour répondre à cette question sur ce qu'est un SALA, ce qu'est un SALIA. J'aurais tendance à dire que, comme le comité d'éthique l'a dit, que si on partait vers les SALA, des systèmes totalement autonomes, capables de se doter de leurs propres règles et d'engager des cibles sans qu'ils aient été programmés complètement pour cela avant, eh bien oui, on a un problème avec le droit international, ça romprait la chaîne de commandement, on irait directement à la rencontre du principe constitutionnel de libre disposition de la force armée, le général Benteja l'a dit, et on n'apporterait aucune assurance quant au respect des principes du droit international humanitaire. Mais, pour finir sur cette réponse, c'est comme les drones. Sachez qu'on a eu tout ce débat avec les drones, etc., sur le respect par l'introduction de la dronisation et des drones dans l'espace aérien du DIH. Moi, je ne pense qu'en tant que tel, le drone, comme le SALIA, n'intendent pas, en tant que tel, au respect du DIH. Parce que personne ne peut me trouver qu'en tant que tel, un SALIA ne peut pas distinguer entre combattants et non-combattants, ne peut pas respecter le principe de proportionnalité, ne peut pas respecter le principe de précaution. Il y a même de la littérature qui vous prouvera, enfin qui tendra à démontrer que ça le fera mieux encore que l'humain. D'accord ? Donc, moi, mon souci, c'est plutôt par rapport à ce que vous avez dit, commandant, c'est plutôt le respect du jus ad bellum, c'est du recours à la guerre, plutôt que du jus in bello, le droit de respecter le droit des conflits armés, parce qu'on l'a vu avec les drones, ça rend la frontière du droit au recours à la guerre plus floue. On va plus loin, on peut rentrer dans des zones grises, effectivement, plus facilement, peut-être avec un drone qu'avec un Rafale ou qu'avec un F-18, et il y a autant de problématiques de jus ad bellum que de jus in bello.
Juste pour poursuivre une minute sur cette question qui en appelle une autre, est-ce que du coup la méthode inductive, c'est-à-dire agir par comparaison, dire les principes existent déjà dans le droit de la guerre et on va les appliquer à des nouveaux objets, c'est plus efficace que la méthode romaine, traditionnelle française, qui dit tout doit être codifié, tout doit être écrit, tout doit être prévu par le droit? Mais en l'espèce, on est quand même dans le droit international humanitaire, comme vous l'avez dit, sur toute une doctrine faite des conventions de Genève, de l'Haye, etc. Tout ça a été en réalité codifié. On a bien évidemment après du droit coutumier qui s'agrège là-dessus, avec le CICR qui comptabilise en fait toute cette doctrine, etc., la met en forme, mais on est plus dans une logique de droit romain, si vous voulez, de droit écrit, plutôt que dans une logique d'agrégation des pratiques. Donc les principes sont là, et moi j'aurais tendance à dire qu'ils peuvent être conservés même au regard de ces technologies nouvelles. Merci beaucoup. Et alors, puisque vous êtes, mon colonel, spécialiste de cyberdéfense, et qu'aujourd'hui, l'action cyber, on en discutait, a rarement des effets létaux, même si elle peut avoir des effets très importants, ou alors en tout cas pas létaux directs, est-ce que le seuil de la question éthique, c'est létal, non létal, ou est-ce qu'il y a d'autres seuils avant, aussi ou plus importants? Et merci pour la question. Il se pose tout d'abord une première question, c'est la nature des conflits est-elle totalement bouleversée par l'apparition de ces systèmes autonomes? Donc le comité d'éthique dont je suis le rapporteur a réalisé tout un travail de vocabulaire dans une première partie de l'avis que vous trouverez sur Internet. Notamment, nous avons commencé par définir l'autonomie. Qu'est-ce que l'autonomie? Il y a plusieurs définitions. Une définition médicale, c'est être capable de réaliser les gestes de la vie quotidienne. Une définition philosophique, être capable de se définir ses propres règles. Et une définition plus robotique, c'est être capable de réaliser des calculs complexes liés à la décision dans un environnement changeant. Donc nous avons ensuite défini les systèmes d'armes létaux autonomes comme étant capables de se fixer ses propres règles et de modifier ces règles au-delà du commandement et au-delà de l'appréciation de la situation par le commandement. Donc en termes de nature de la guerre, si des salahs commencent à se battre contre d'autres salahs ou d'autres humains, oui, quelque part, il y a un changement de seuil, il y a un changement de nature de la forme de conflit. Nous avons également défini les SALIA, systèmes d'armes létaux intégrant de l'autonomie décisionnelle au sens de la robotique. Donc ces systèmes se voient affectés, je vais reprendre l'expression du capitaine Vessos-Lars, on ne délègue pas à la machine des fonctions, on affecte certaines fonctions comme la neutralisation, l'identification, la sélection. En revanche, le commandement n'affecte ni ne délègue deux fonctions majeures qui sont l'appréciation de situation, donc qui lui permet de décider en fonction des risques possibles et des bénéfices, et également le compte-rendu, qui est l'étape finale d'une action, mais en même temps la première étape de l'action suivante. Donc toujours en termes de seuil, si des salias viennent à affronter des humains ou d'autres salias, voire des salahs, oui, il y aura encore un changement de nature et un changement de seuil dans les conflits. Bon, en réalité, la nature de la guerre et la notion de seuil n'a jamais cessé d'évoluer. Donc, monsieur le député parlait de l'arbalète. Le sous-marin a été une révolution. L'aviation a également modifié les formes de conflit et les seuils. Mais cette évolution des seuils, elle va dans les deux sens. Donc, vous parlez de cyberdéfense. Il faut retenir que l'évolution de toutes ces armes est également réversible. Peut-être que parce que ces armes sont tellement vulnérables, peut-être qu'on ne les utilisera pas, qu'on reviendra en arrière. Enfin, une réversibilité est tout à fait possible dans ce changement de nature. Ce qui ne change pas, c'est la singularité du combat, la singularité militaire, la singularité qui consiste à devoir potentiellement donner la mort, tout comme la singularité de courir le risque soi-même de mourir. Cette singularité reste présente, quelles que soient les armes considérées, et il n'y a pas de changement de seuil à ce niveau-là. Pour revenir à la question initiale, faut-il adapter le droit international humanitaire? J'en suis pas certain, les grands principes demeurent. Le droit international humanitaire va s'adapter au fil du temps et des situations rencontrées. Tant que la guerre sera réalisée par des humains, et à ce stade ça reste le cas, par des humains ou tout du moins des États, le droit international humanitaire sera écrit par des humains au profit des humains. L'humain reste responsable des choses dont il a la charge, notamment en droit français.
Merci beaucoup. Alors, les humains, oui, mais est-ce que les États? Est-ce que c'est toujours une affaire d'État? Est-ce que lorsque c'est Google qui vous fournit l'algorithme, l'État, qui est normalement le seul sujet de droit international, reste comptable des actions éventuellement offensives menées par un robot auquel Google aura contribué? L'État est respectueux effectivement de ses engagements internationaux. Il dispose librement de la force armée et le commandement militaire, responsable de l'ensemble des actions militaires, respectera l'ensemble des principes de ce droit, respectera les directives politiques, les objectifs stratégiques et par subsidiarité, donc les transmettra jusqu'aux soldats au travers des règles d'engagement. Si d'aventure une erreur était commise ou si un des principes du droit international humanitaire n'était pas respecté, oui, il y aura, l'État, tout comme les individus qui auront réalisé les actions qui intentent à ce droit, seront responsables et seront comptables. La notion de responsabilité de l'État et de l'humain reste infaillible. Et donc, et vous, monsieur le député, est-ce que vous pensez que c'est donc l'État du siège social de Google qui sera in fine responsable d'une violation du droit international humanitaire commise par une défaillance de programmation ou de fabrication d'une entreprise dont le siège social est sur le sol, par exemple, américain ou chinois ou russe? Aujourd'hui, c'est très difficile d'arriver à naviguer justement dans ces questions de responsabilité. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est quand même intéressant, et si on veut faire œuvre d'optimisme, c'est que les États au niveau international arrivent en ce moment à discuter dans une enceinte onusienne à Genève, justement la Convention sur les armes classiques, depuis 2013, notamment à l'initiative, d'ailleurs, on doit le dire, de la France et de l'Allemagne. Là, c'est la démonstration d'un binôme qui fonctionne bien, arrive en gros à tendre vers des principes communs au niveau international pour essayer d'avoir justement des règles, en tout cas dans un premier temps plutôt d'usage et après de responsabilité commune. Donc on tend vers, dans un premier temps, un document politique qui fait consensus pour peut-être plus tard arriver vers un document juridique. C'est quand même une problématique importante parce que face à ça, on a des initiatives privées, de grandes ONG, de grandes associations, on en a entendu parler avec Stop Killer Robot par exemple, qui essayent de bannir totalement ces systèmes et en réalité qui laisseraient le champ libre. On le voit sur d'autres initiatives comme le TIAN sur le nucléaire ou des choses comme ça, qui laisserait le champ libre à des États comme la Chine, comme la Russie, qui auraient moins d'attention à ce que peut penser la communauté internationale et la société civile organisée. Et donc ça serait le champ libre à ces États pour développer tout ce qu'il faut. Donc nous, c'est important que la communauté internationale arrive à établir plus tard des règles de responsabilité sur ces sujets. Merci beaucoup. Et j'entends donc que la France est en pointe du combat juridique sur ce sujet-là, parce que lors de la première table ronde, on a eu l'impression qu'on était, par souci éthique, plutôt dans une position de faiblesse vis-à-vis du développement de certains systèmes. Et c'est heureux de rappeler qu'il y a d'autres domaines connexes dans lesquels nous sommes en position de force. Est-ce que vous en identifiez d'autres, à part cette question de l'initiative juridique dans lesquelles la France est en pointe par rapport à nos compétiteurs systémiques, comme on dit dans les livres? Vous voulez dire dans le champ de l'intelligence artificielle? Oui, absolument. En fait, moi, ce que j'aurais tendance à identifier, c'est que les atouts de la France dans ce champ-là, ils sont notamment issus de ces grandes écoles de mathématiques. Et on a des grands mathématiciens. D'ailleurs, je vais faire la publicité d'un collègue, puisque vous savez que j'ai un collègue député, Cédric Villani, qui est Medal Fields, etc., et qui a fait un rapport sur l'intelligence artificielle de manière générale, où il met justement quatre domaines dans lesquels on doit focaliser nos efforts au niveau français. Et bien sûr, il y a la défense parmi ces 4 domaines. Mais je pense qu'effectivement, nos mathématiciens, qui seront donc à l'origine des algorithmes qui font fonctionner
l'IA sont les meilleurs vecteurs pour que la France soit à la pointe de ces choses-là. J'ai eu la chance de visiter récemment une société dont certains d'entre vous ont peut-être parlé. On en a encore entendu parler dans un podcast de l'IRSEM, qui est la société EarthCube, maintenant qui s'appelle Preligence, je crois, et qui travaille dans le domaine du renseignement. Et c'est très intéressant de les écouter parce qu'ils utilisent de l'intelligence artificielle. Le commandant, justement, tout à l'heure, parlait de la manière de reconnaître des mines, etc. Et ben, eux, c'est la possibilité, sur la base d'images satellitaires, de reconnaître des chars, des tanks, mais aussi peut-être des sous-marins, etc. Et donc ça, on a vraiment aussi une excellence dans ce domaine qu'il faut absolument continuer à cultiver. Merci beaucoup. Alors, on a tous vécu ça. Il y a un problème avec l'ordinateur et on se dit mais non, l'ordinateur a quand même raison et c'est moi qui dois mal savoir m'en servir. Alors qu'en fait, parfois, il y a un bug. Comment est-ce qu'on éduque à se prémunir contre le biais de la supériorité intellectuelle de la machine? Alors, pour la question du biais, c'est une question qui nous a régulièrement travaillé au comité d'éthique. Il y a vraiment tout le travail des ingénieurs qui est fondamental dans ce domaine. Donc les ingénieurs doivent être formés, doivent respecter tout un ensemble de réglementations, de contrôles de validation, de licéité. Et pour revenir au biais, on peut arriver d'une certaine manière à la conclusion que le biais est inévitable. Parce que si la machine est créée par l'homme, programmée par l'homme, quelque part on va retrouver à un endroit ou à un autre un biais. Bon, c'est assez paradoxal, mais ça reste une réalité. Mais ensuite, le commandement et le concepteur, donc les ingénieurs, d'une certaine manière peut-être les chercheurs, restent responsables de la conception. Ils établissent donc les systèmes, ils les fabriquent dans le respect des lois et des règlements et seront responsables au sens juridique en cas d'infraction. Donc encore une fois, chaque situation sera particulière et sera examinée par un juge. Donc la phase de conception reste évidemment essentielle. Il convient de vérifier la qualité et la conformité du système. Au sein du ministère, il y a tout un ensemble de guides sur les opérations d'armement qui cadrent tout cela. L'export est également cadré. L'Agence Innovation de Défense et la Direction Générale de l'Armement ont publié un guide sur la spécification de l'intelligence artificielle au sein des systèmes. Donc tout ce domaine est globalement cadré. Il convient également d'inclure nos ingénieurs et tous nos concepteurs dans le retour d'expérience du terrain. Les militaires vont utiliser les systèmes sur le terrain, ils vont rencontrer des situations nouvelles, au sens éthique du terme. Il convient également de faire partager ce retour d'expérience, c'est ce qu'on note dans une recommandation, aux ingénieurs pour qu'ils puissent faire évoluer le système et que ce système réponde toujours aux impératifs du terrain et aux impératifs éthiques. Commandant, excusez-moi, juste sur cette question des biais, pour un petit complément, parce que je voudrais avoir une réponse très pratique et très bas niveau, mais d'un certain côté. Mais pour vous dire, comme le colonel l'a dit, j'ai envie de dire, pour éviter les biais, il y a bien évidemment, comme la doctrine française, on garde de l'humain dans la boucle, et ça permet, d'une certaine manière aussi, d'éviter les biais. Mais de manière très prosaïque, j'ai envie de dire, comment on évite les biais? Les biais, c'est aussi une histoire de gros sous. Quand on rajoute de l'argent, énormément d'argent, dans le système d'algorithmes et d'intelligence artificielle, on évite les biais. Je vais vous donner des exemples très précis. Quand on a des problèmes de biais de reconnaissance faciale, parce qu'on n'a pas mis assez de visages asiatiques ou assez de visages africains, ben, j'ai envie de dire, vous rajoutez 1 million de visages asiatiques et 1 million de visages africains, vous réduisez les biais. Ça, c'est une question de probabilité. Mais ça coûte énormément d'argent. Et là, je m'adresse de nouveau aux jeunes dans cette salle, parce que j'ai découvert en faisant ce rapport que, vous savez, on parle des métayers de l'intelligence artificielle. Il existe des petites mains au niveau international qui vont passer leurs jours, vous allez dans des usines à Madagascar, dans des usines dans des pays beaucoup moins riches que les nôtres, et vous avez des hangars remplis de gens qui, sur des photos, ont un stylo dans la main et ils ont la consigne, par exemple, d'entourer sur l'image une voiture. Et on va leur montrer 1000 photos par jour, ils vont entourer 1000 voitures par jour. Ça, c'est les métayers de l'intelligence artificielle. Et ben, c'est pour ça que je vous dis, c'est ça les biais à l'origine. Ils sont là, les biais. Si vous faites travailler 10 000 personnes au lieu de 1000, si vous faites travailler 100 000 personnes au lieu de 1000, et ben vos biais, ils sont quand même énormément réduits.
Donc c'est aussi une question de gros sous. Oui, mais alors, si vous faites travailler des gens que vous ne connaissez pas ou qui n'ont pas les mêmes loyautés que vous, est-ce qu'on est toujours maître de notre intelligence artificielle? Alors, c'est pour ça que c'est très bien. En plus, on est à Brest. Moi, quand je pose exactement votre question à Preligens et à Earthscope, et ils me disent, bah, vous voyez, on fait travailler des métayers à Madagascar, parce qu'il y a aussi un coût de l'intelligence artificielle, parce que nous, on est en compétition avec des boîtes américaines, etc. Ils vont nous entourer des voitures, et ça, on en a besoin. Mais dès lors qu'il faut entourer des SNA ou des SNLE, qui sont bien évidemment à la surface de l'eau, ou alors des chars russes qui sont beaucoup plus difficiles à... Et ben ça, je sous-traite ça à des gens à Brest, dans des centres spécialisés, qui sont des militaires ou d'anciens militaires, et qui sont secret défense, et dont bien sûr on peut apporter une confiance beaucoup plus importante. Merci beaucoup. Je crois qu'on a un élève qui a une question. M'a-t-on dit? M'a dit mon intelligence artificielle. Monsieur le député, vous avez évoqué la question de la collaboration tout à l'heure entre les pays, qui semble pour le moment tendre plutôt vers une convergence. Mais face à l'innovation mondiale dans tous ces domaines-là, et qui peut amener une conception différente selon les pays, pour les systèmes d'armes futurs par exemple, comment est-ce qu'on peut envisager une modification du droit international qui amènerait, comme l'a dit le général Bantéja tout à l'heure, qui irait à l'encontre du droit français, puisque le droit international est supérieur au droit français? Alors là, oui, mais là, je vais vous faire vraiment une réponse de juriste en droit international, comme le commandant le disait, mais de manière là, bête et méchante, si on a une norme de droit international qui commence à naître et sur laquelle la France est en désaccord, eh ben, c'est un traité, par exemple, elle ne le signe pas, et ça ne peut pas être une coutume, parce qu'une coutume, ça prend des années à apparaître, et donc c'est une pratique, etc. Donc la France pourra toujours être en désaccord et sans être en contradiction avec le droit international si un traité apparaît. Je vous donne un exemple, de nouveau, sur la dissuasion nucléaire, le TIAN. Si le TIAN devient une norme, le TIAN est un traité international, eh ben, nous ne sommes pas signataires, on n'a pas ratifié le TIAN, donc on ne peut pas être tenu pour responsable pour la non-application du traité d'interdiction sur les armes nucléaires. Voilà. Après, comme je vous le disais, le but pour la France, pour l'Europe en général, c'est d'être à la base d'une norme qui nous satisfasse, effectivement. Mais là, on pourrait effectivement reposer la question dans l'autre sens. Si on arrive dans cette future norme à mettre une éthique qui serait considérée comme trop européenne, quid du comportement de la Chine ou de la Russie, mais plutôt de la Chine par rapport à cette norme? Et la Chine pourrait dire non, mais c'est des considérations que vous partagez, pas nous, on ne signera pas votre traité. Et ce qui est difficile, c'est d'embarquer la communauté internationale dans son ensemble. Parce que le comité d'éthique fait la différence entre Salah et Salia. Et la question que vous pourrez vous poser, moi, qui est une question hyper intéressante, c'est est-ce que d'un point de vue pratique et opérationnel, un jour, un Salah ne sera pas plus efficace qu'un Salia? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et ça, c'est dangereux. Alors, je voudrais rebondir sur ce point. On voit qu'on a un système international qui ne prend pas en compte de façon parfaite encore ces questions, des divergences de vues nationales. Vous êtes ici dans la grande école de la mer. Est-ce que les espaces communs, c'est-à-dire les océans, le cyberespace, l'espace, sont peut-être des endroits privilégiés pour le développement des systèmes autonomes avant les espaces terrestres nommés, normés, bornés? Au sein du comité d'éthique, on a commencé à regarder dans tous les espaces, donc terre, air, mer, cyber, espace exo-atmosphérique, s'il existait des systèmes qui pouvaient relever de la catégorie Salia, Sala. Donc on a élaboré une petite classification qu'on a également proposée à la ministre, qui n'engage que nous, hein, c'est notre interprétation sur des sources ouvertes de ce que sont ces systèmes. Globalement, dans chaque milieu, il existe des systèmes autonomes qui tendent jusqu'au Sala.
Donc des systèmes automatiques les plus simples peut-être, donc j'ai envie de dire certaines mines, donc Thales en a parlé avant, le pilotage automatique sur certains avions. Des systèmes beaucoup plus collaboratifs, donc les Américains développent des bombes collaboratives de petit diamètre, donc les CSDB, qui permettent à deux bombes de parler entre elles et d'éviter certains radars par exemple. Donc ça c'est un exemple pour l'espace aérien. Au niveau de l'armement terrestre, donc encore une fois, c'est une classification du comité d'éthique. Certains obus qui existent déjà, donc les obus bonus qui se séparent en deux pour arriver sur deux cibles à la fin, bon, je schématise très rapidement, sont déjà des SALIA très, très primaires. Dans le cyberespace, on peut évoquer une riposte automatique. Donc là, ce serait vraiment un programme qui riposterait tout à fait automatiquement et très rapidement. Donc c'est ce qu'on appelle le hackback. Donc on peut imaginer un hackback létal. Dans l'espace, la question est assez compliquée parce que la létalité se fonde souvent sur un rebond. Donc si effectivement j'attaque de façon autonome ou avec un système qui intègre de l'autonomie, une constellation satellitaire, donc par rebond, je pourrais avoir éventuellement des victimes. Et en mer également, donc la défense contre une attaque saturante où le calcul est plus puissant que le raisonnement humain dans un cadre espace-temps donné apprécié par le commandement au préalable, ce genre de systèmes-là sont également des SALIA, pourrait dériver à terme vers des SALA au fil de la recherche. À ce stade, nous n'avons pas identifié de réels SALA, pour être précis. Donc dans chaque milieu, il est possible d'avoir un différent niveau d'autonomie. Et les SALIA, nous sommes quasiment à l'entrée de domaine, si l'on peut dire. Mais c'est vrai que j'irais dans le même sens que le colonel, mais si, pour les jeunes qui voudraient commencer à réfléchir à ces sujets, c'est vrai que distinguer tout à fait les environnements, air, mer, terre, et distinguer aussi, j'ai envie de dire, vous faites des colonnes, air, mer, terre, et puis au niveau des lignes, dans votre tableau, vous mettez aussi offensif et défensif. Et d'ailleurs, le commandant tout à l'heure l'a dit, d'ailleurs, si par exemple vous faites descendre votre aéronef par un système presque automatisé comme l'Iron Dome israélien, eh ben, vous ne considérez pas que vous vous êtes fait détruire par un robot. Et pourtant, c'est très automatisé. Et c'est vrai qu'en fonction des milieux et en fonction aussi de la densité humaine, eh ben, on est plus ou moins prohibitif ou on s'autorise en réalité des degrés d'autonomie plus fortes. On comprendra que pour rentrer dans Mossoul, eh ben, c'est compliqué d'intervenir avec des systèmes automatisés. Par contre, en plein océan, quand vous êtes à peu près sûr que où vous rencontrez personne, sous la mer, hein, j'entends, ou si vous rencontrez quelqu'un, c'est que probablement c'est un ennemi, alors peut-être que vous permettrez une autonomisation plus forte. Donc c'est vrai qu'il y a les milieux, et puis raisonner entre offensif et défensif, avec le développement des armes hypervéloces, de toute manière, en termes défensifs, vous serez obligé d'automatiser, ça c'est sûr, et d'autonomiser beaucoup de choses de plus en plus fortes. Alors je vais revenir justement, vous avez donné quelques exemples étrangers, je vais revenir aux trois définitions de l'autonomie que vous avez données tout à l'heure. Il y en a peut-être une quatrième qui est une autonomie au sens des relations internationales. Est-ce que ces divergences internationales vont amener au sein d'alliances militaires à moins d'interopérabilité que par le passé, où il va falloir regagner cette interopérabilité ? L'interopérabilité dans les armées sur les relations internationales est un sujet permanent. De toute façon, à chaque nouveau système, chaque nouvelle façon de travailler, chaque procédure, il y aura toujours une question d'interopérabilité qui va se poser. Donc ces nouveaux systèmes arrivent, ça c'est indéniable. Ils sont discutés au sein de l'ONU sur la Convention sur certaines armes classiques. Il y a des divergences entre les États. Donc il y a, comme le cite le rapport de la mission d'information parlementaire, des États qui ne fixent pas de règles particulières. Il y a des États désarmeurs. Il y a des États un petit peu au centre, France, Royaume-Uni, Japon. Donc effectivement, il y a déjà des variations. Mais j'ai envie de dire, ces variations, on les retrouve déjà dans bon nombre, dans certaines alliances, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et au sein de ces alliances, donc, vont germer différents comités d'interopérabilité,
desquels vont naître un certain nombre de standards. Donc effectivement, il y aura toujours des variations. Certains pays ne voudront pas aller dans certaines directions, mais c'est déjà une réalité qu'on retrouve dans une opération avec la notion de red card holder. Lorsqu'on travaille en coalition, il est possible pour un pays de s'opposer à un objectif ou de ne pas aller à 100% vers le même objectif que les autres pays. Donc je ne pense pas que ça change réellement l'interopérabilité en général. On ne risque pas de se retrouver dans des clusters de like-minded plus petits que par exemple l'OTAN aujourd'hui comporte presque 30 membres avec des visions entre les États-Unis par exemple et quelques pays occidentaux très différentes sur cette autonomie. C'est tout le travail de la transformation de l'OTAN et je vais parler pour eux, mais le ACT, le commandement pour la transformation de l'OTAN, réfléchit à toutes ces questions d'avenir, que ce soit tant le soldat augmenté que l'intelligence artificielle. Et de là va naître toute une réflexion et donc des concepts et des doctrines et qui vont s'inscrire dans le cycle que je viens de décrire à l'instant. Vous parliez, commandant, de certaines reconfigurations possibles. Il y a une autre reconfiguration possible avec cette arrivée de l'intelligence artificielle. C'est comment on peut s'interroger sur la manière dont l'IA de défense va redesigner ou reconfigurer les relations entre la base industrielle et technologique de défense classique et les armées. Puisqu'en fait, on a une coopération relativement différente par rapport à cette BITD classique avec les armées et avec l'État en général, avec l'introduction justement de sociétés de données, de la donnée, vous parliez de Google tout à l'heure, mais de sociétés privées spécialistes de la donnée qui ont un rapport avec les armées, des fois d'ailleurs très différent de la BITD classique, et même des fois, pour certains, en opposition. Aux États-Unis, on sait que certaines sociétés ont eu des difficultés à travailler avec la sphère de la défense. On peut voir même certains salariés de ces sociétés des fois refuser de travailler avec le monde de la défense, ce qui pose un problème. Donc on a une reconfiguration aussi, plutôt aussi dans cet aspect-là, BITD-État. Merci beaucoup. Avant de conclure, peut-être un dernier petit mot, mon colonel. Est-ce que vous avez des regrets ? Aucun regret, je suis très content d'être pour la première fois à l'école navale de ma vie, donc j'en suis très fier. Non, je vous engage à lire peut-être 2 fois, parce qu'effectivement il y a tout un travail de vocabulaire sur la Vissala. Il a été publié donc sur Internet, en anglais également, donc si vous avez des collègues étrangers, n'hésitez pas à les renvoyer directement sur la version en anglais. Chaque mot est pesé, comme vous l'avez senti au cours de ces tables rondes. Chaque mot compte. Et effectivement, il y a tout un piège, comme le signalait le capitaine Vessos-Lars, lié à l'anthropomorphisme et le fait d'humaniser des choses qui sont effectivement très proches du calcul. Moi, une phrase que j'aime citer, elle n'est pas de moi, mais en guise de conclusion, faisons collectivement tous attention à ne pas continuer à améliorer la bougie quand d'autres inventent l'électricité. Je vous remercie beaucoup. Mon général, je voudrais vous remercier une nouvelle fois. Vous nous avez procuré au début de ce séminaire une grammaire de base. Mais je voudrais vous remercier pour autre chose. C'est dans tout ce projet d'avoir porté la crédibilité politico-militaire. Parce que quand on écrit un rapport sur l'éthique de défense et qu'on sait de quoi on parle, parce qu'on a vécu intimement des décisions de vie ou de mort pendant tant d'années, ça porte la crédibilité du rapport. Et donc merci beaucoup d'être venu intervenir aujourd'hui, c'était particulièrement précieux. Monsieur le député, je retiens en particulier que nous pouvons une nouvelle fois, s'il était besoin de le répéter, fiers d'être français. Parce que dans la presse, on lit plutôt la France est en retard sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, j'entends plutôt des raisons d'espérer dans la réflexion, des raisons d'espérer dans les réalisations. Des raisons d'espérer dans la conceptualisation. Merci beaucoup pour ça. Monsieur Le Bihan, évidemment, l'attaché naval à Londres que je suis vous remercie de concevoir le seul programme naval franco-britannique qu'on peut voir en vrai aujourd'hui et qui est en plus une technologie de rupture extrêmement précieuse et qui préfigure, j'espère, beaucoup d'autres prouesses industrielles françaises d'une belle industrie que vous représentez. Et mon colonel, vous avez mis tout ça en cohérence. Je pense que ce rapport, alors certains le liront, mais tous ne le liront pas. Les Midship, vous l'avez tous lu en entier ?
je ne sais pas. Mais si vous êtes comme moi avec une mémoire plus auditive que visuelle, c'est quand même beaucoup plus simple quand c'est vulgarisé, quand c'est simple, comme vous venez de l'expliquer, c'était très utile. Et commandant, un remerciement pour nous rappeler que derrière tout ça, il y a la mer, il y a le combat, et il y a des hommes et des femmes derrière des machines qui n'ont pas besoin de philosophie, qui n'ont pas besoin d'algorithmes, et qui ont besoin de réponses simples et actionnables, comme on dit. Voilà. Et Amiral, merci beaucoup de votre invitation et merci beaucoup d'avoir organisé ce séminaire. Un mot, je reprends ma casquette évidemment de commandant d'école pour m'adresser aux élèves de l'école navale. Aux élèves, je ne sais pas si on est encore en direct, je ne sais pas si les élèves de la Jeanne aussi, ici, m'entendent aussi. Voilà, pour moi, je retiens apprendre et réfléchir. Vous avez entendu plein de choses, je pense plein de concepts, beaucoup de choses sur lesquelles il faut que vous appreniez. Il faut lire, relire, apprendre. Et puis il faut réfléchir. On vous dit souvent ici de réfléchir au sens de votre engagement, réfléchir aux valeurs qui vous animent. Ce que je veux vous dire, c'est que j'espère que cet après-midi, c'est un début pour vous, c'est-à-dire que finalement, à la fin de ce webinaire, vous posez plus de questions que de réponses. C'est bien l'objectif. Moi, ce que je veux, c'est qu'ici, vous réfléchissiez. Quelles sont les valeurs, quel est le sens de mon engagement. Et vous aurez l'occasion de réfléchir pendant toute votre carrière d'officier, d'échanger avec vos équipages, d'échanger avec vos supérieurs pour nourrir véritablement le sens de votre engagement. Un immense merci à chacun d'entre vous, à ceux qui l'ont préparé, à toute la technique qui a rendu possible ce webinaire jusque effectivement de l'autre côté du globe. Et bonne nuit à ceux qui vont bientôt se coucher et bonne soirée aux autres. Merci beaucoup, à bientôt.